Nation, bienvenue sur Industrial Growth, le podcast qui explore comment les industriels peuvent réinventer leur croissance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Quentin Clerc. C'est un profil inspirant à mon avis. Vous allez m'en dire des nouvelles après l'épisode, qui nous vient de chez Elkem. Quentin, bonjour. Attends, je te fais rentrer dans la pièce, mais normalement... Bonjour Quentin, bienvenue. Bonjour Karim. Je suis ravi de t'avoir merci de parmi nous. m'accueillir. Merci à toi d'avoir accepté. Quentin, est-ce que tu peux peut-être déjà te présenter, nous dire un petit peu qui tu es et d'où est-ce que tu parles? Allez, quelques mots à propos de moi. Quentin Clerc, je travaille chez Elkem et plus précisément Elkem Silicon, qui est une division du groupe Elkem. J'y travaille depuis un peu plus de 10 ans, 11 maintenant même. En somme, je suis vraiment moi, né de l'école Elkem. Je suis rentré en qualité de stagiaire alternant, puis j'ai été embauché. Je suis rentré par la porte de la communication, comme un alternant, assistant en communication. Comme quoi, J'ai touché une variété de tâches. comme quoi ça mène quand même à des carrières, parce que parfois on a l'impression que les boîtes qui prennent des alternants, surtout en marketing com, ont tendance à les consommer. Là pour le coup, toi tu es rentré par cette porte et ça t'a mené à où tu es aujourd'hui, quoi. Tout à fait, tout à fait. Je peux pas dire que c'est le cas de tous les alternants, mais en ce qui me concerne, j'ai eu la chance de pouvoir convertir ça en contrat, à durée indéterminée dès le départ. Donc, je me suis inscrit dans le temps long chez Elkem. Donc voilà, par la porte de la com, et puis ensuite, voilà, moi j'ai navigué sur, différents métiers, passant de la com au marketing digital qui faisait ses balbutiements, dans les époques, 2016-17, chez Elkem, et puis du marketing digital traditionnel, où je touchais à des thématiques du type inbound marketing, publicité en ligne, mais ça on en reparlera je pense. Ensuite j'ai fait un petit pas de côté pour partir vraiment dans la dimension tech du marketing digital, en pilotage de projets informatiques. Alors bon, j'ai piloté des projets relativement simples techniquement comme du site internet et puis des dimensions un peu plus complexes sur des méthodos de projet type agile, avec du développement un peu plus lourd sur la sphère Salesforce notamment, des projets de PIM, Okay. donc de gestion de données produits, voilà ce genre de choses. Pour revenir plus récemment, depuis le début de l'année, à mes premiers amours, en qualité de directeur de la communication et du marketing digital, puisque tout ça s'intègre dans le cadre d'une restructuration un petit peu de nos différentes équipes. Je crois qu'on va en parler On va également. en parler un petit peu, ouais. 11 ans, c'est ça, hein, chez Elkem? 11 ans. Et c'est cette, j'imagine, c'est cette diversité de missions qui t'a fait rester aussi, parce que 11 ans comme marketing, on peut rester, mais aujourd'hui, on a la tendance, c'est quand même de changer fréquemment d'entreprise, hein. Qu'est-ce qui te fait rester chez Elkem au-delà du fait qu'il y a des missions variées? Comment tu restes dans une entreprise de cette taille et qu'est-ce qui te plaît dans la structure où tu es aujourd'hui? C'est une question à laquelle je réponds souvent. Effectivement, apparemment, c'est plus trop tendance de rester 11 ans dans la même boîte et surtout, de pas aller en voir d'autres à la suite des études. Moi j'ai parlé un petit peu de mon parcours. Moi j'ai bougé de poste en poste, il y a eu un petit moment aussi de montée en puissance sur la dimension managériale, hein. Je vais pas préciser, Ok. mais aujourd'hui directeur de la communication, il y a une équipe avec moi. Donc voilà, il y a eu différentes évolutions au niveau du poste, puis l'entreprise elle-même, alors elle a évolué, très concrètement. C'est-à-dire que moi quand j'y suis rentré, elle s'appelait pas Elkem déjà l'entreprise, elle s'appelait Blue Star Silicon. Ça veut dire qu'il y a eu des rachats, Et tu as et survécu à tout et elle ça. est j'ai survécu à tout ça. Ok. Moi, c'est pas forcément été des rachats, qui se sont soldés de restructuring ou de perte d'effectifs. Au contraire, ça a surtout été des regains dans le réinvestissement dans l'entreprise. Donc j'ai vécu Ok. des périodes de mouvement, de rebranding, qui est très intéressant quand on bosse dans les métiers de la communication notamment. Hmm. Et puis aussi l'entreprise, elle a bougé énormément sur les thématiques qui me concernaient directement, hein. J'en ai parlé, dans les années 2016 on va dire, 2015, 16, 17. Il y a eu vraiment le démarrage du marketing digital, chez Elkem. Ça veut dire que pour une industrie lourde comme l'industrie chimique, hein, qui est notre secteur, quand je suis rentré 2014, faut vous imaginer, donc déjà pas de présence sur les réseaux sociaux, aucune. Hmm.
Faut vous imaginer, un site internet qui était une page d'accueil globalement avec un paragraphe qui disait qui nous sommes. Puis pour nous contacter, il y avait un numéro de standard qui était un secrétariat. Voilà. Heu et puis c'était ça le marketing digital, chez Elkem, c'était pas plus que ça. En interne, c'était même, comme dans beaucoup de boîtes indus, hein, et encore et ouais, jusqu'à ouais, ouais. aujourd'hui, hein. Jusqu'à aujourd'hui, ça c'est encore le cas chez beaucoup. Tout à fait. Non, mais c'est-à-dire que c'était même, jusqu'au point où en interne, l'accès, aux plateformes digitales, principales, YouTube ou autres, médias sociaux était bloqué C'était bloqué. Ils par, avaient peur. culture, ouais, peur Ouais. que ça divertisse les employés. Donc ça va, en fait, ça Qu'ils passent leur culturellement, journée sur l'entreprise a YouTube, ouais. énormément changé et puis, Ouais, d'un point de vue des investissements et de la priorisation de ces sujets, ça a aussi énormément bougé. Donc j'ai vécu une période, OK. formidable, jusqu'à une montée en maturité certaine. Alors Elkem, c'est quand même une entreprise de 1300 salariés, si mes informations sont bonnes. En tout cas, la partie silicone, hein, à laquelle tu es rattaché, c'est un groupe beaucoup plus important norvégien, c'est ça? Ouais, Ouais, puis Europe-Amérique, hein, pour préciser, OK, parce que si on inclut nos activités en Asie sur la branche silicone, c'est plus que ça encore. d'accord, OK. Donc c'est quand même une entreprise d'une certaine taille. Avant qu'on rentre un peu dans les sujets de structuration, de restructuration des équipes market, est-ce que le marketing a vraiment un impact sur des entreprises, je veux dire lourdes, je ne sais pas si c'est le terme, mais de la chimie avec une telle taille, voilà, quel est l'impact que tu vois aujourd'hui du marketing là-dessus, et de la communication? Bon, on est aussi sur des sujets peut-être sensibles, je ne sais pas, en termes de perception du grand public et de ces sujets-là autour de l'industrie chimique. Mais au-delà de ça, est-ce que le marketing a vraiment un impact aujourd'hui sur le business d'Elkem? Ouais, alors, beh, je vais peut-être déjà préciser, mon propos quand on parle de marketing, mais, en tout cas chez nous, dans notre culture d'entreprise, le marketing, on le définit un petit peu, à la traditionnelle par les 5 Hmm, P. ok. Donc en soi, la composante du marketing que moi j'incarne, ce n'est qu'une composante d'un ensemble. C'est-à-dire qu'on considère marketing chez nous les réflexions stratégiques sur les canaux de distribution, Ouais, les sur, marchés. les politiques de pricing, les marchés et Ok. cetera. Je vais même pas commenter, sur ces composantes-là qui évidemment ont un impact, majeur, pour notre succès, hein. Quand on parle de pricing, c'est aussi le nerf de la guerre. Sur la partie, incarnée par le P de la promotion, hein, sur lequel je vais regrouper les activités de communication, marketing et de digital, l'impact que ça a, bah, je vais parler je dirais de 2 axes principaux, hein, pour synthétiser mon propos. Heu, Quand on cherche à avoir une approche, sur nos marchés qui est de spécialisation, qui est de vente de valeur ajoutée et non pas de volume de produits à un prix fixe, Mhm. on cherche à travailler aussi sur ce qu'on appelle nos intangibles. C'est toute cette dimension, qui est presque non dissible, qui se matérialise pas, mais qui font partie de la perception que va avoir un client d'une entreprise et de la valeur qu'il va être prêt à mettre sur une offre. Dans les intangibles, évidemment, il y a la dimension marque. Ouais, évidemment, ouais. Heu, On donc y une revient de manière forte avec notamment avec l'IA. En fait, on va en reparler après, mais ça devient encore plus important d'avoir une marque forte aujourd'hui. évidemment, marque et réputation, ça fait partie des intangibles qui vont pousser un client à aller, vers une entreprise ou une autre, indépendamment, du prix peut-être pour même un produit ou service équivalent. Mm. On va être prêt à mettre plus d'argent sur une entreprise qui a une réputation, une marque forte. Puis je vais aussi parler, sur la partie, on va dire plutôt, machinerie commerciale, hein, en français pour éviter les termes growth et autres, même si c'est le nom de ton podcast. Heu, Nous, on est une entreprise qui est, bon, qui a une assez longue, histoire. On parle des débuts des activités des silicones en France, après la Seconde Guerre mondiale, hein. Donc on a passé les 70 ans, on va dire, d'activité. On a donc beaucoup de clients existants et on fait beaucoup de croissance organique chez ces clients. Ok. Néanmoins, on est aussi une entreprise, déjà qui est sur un secteur, les silicones, qui est en croissance. Donc il y a de plus en plus de besoins, de secteurs d'application qui naissent dans des domaines toujours plus innovants. On parle beaucoup d'électronique, on parle beaucoup de médical et cetera.
Et puis on a une activité très capitalistique, faire tourner des usines industrielles, Beaucoup ça d'argent, demande du cash, beaucoup de ça demande capital. de l'argent. Donc on peut pas se reposer sur nos lauriers et la croissance organique et donc la dimension génération de leads, faire rentrer de nouveaux prospects, elle est importante. Donc cette partie un peu plus effectivement, growth OK, et commerciale. OK. Donc, c'est un sujet qui est pris au sérieux, en tout cas la partie promotion, comme tu l'évoques. Et Elkem, c'est une boîte qui a investi là-dessus, qui a besoin de marketing et qui a structuré l'équipe marketing. Et du coup, ça nous amène un peu au premier sujet que je voulais évoquer avec toi. On a souvent dans ces boîtes industrielles un marketing qui se résume, en tout cas qui est composé en grande partie de la présence sur des salons industriels qui restent quand même très importants aujourd'hui encore, des actions peut-être, on va dire, un peu plus traditionnel. Puis à côté, on a l'arrivée de ces canaux digitaux il y a quelques années, et puis qui maintenant sont quand même rentrés dans les mœurs. Il n'y a plus trop de débats. Moi, quand j'ai démarré, on se demandait encore s'il y avait besoin d'un site internet pour une boîte indus. J'ai connu ce genre de discussion. Aujourd'hui, il n'y a plus trop de sujets et ça fait partie du b.a.-ba. Et comment, dans la préparation du podcast, on a évoqué ça ensemble et tu m'as dit que justement chez Elkem, vous étiez dans une phase un peu d'aller vers plus de transversalité entre ces équipes un peu plus traditionnelles ou un peu plus événementielles, sur du marketing un peu plus classique avec le digital. Comment ce sujet est arrivé et qu'est-ce que tu mets en place et comment tu gères ça chez Elkem Silicon aujourd'hui? Eh ben, oui, bah, alors je te rejoins sur le fait qu'effectivement même chez nous, on est parti de loin il y a quelques années, mais on a évolué sur le fait qu'il y a plus de débat, dans la place du digital. En revanche, je te confirme également que la place des salons reste très Très importante, importante, ouais. d'un point de vue budgétaire parce que ce sont des activités coûteuses, mais aussi parce que, il y a un pool, c'est-à-dire que de nos équipes commerciales, il y a une vraie demande, une Mm. attente, sur des salons. Tandis que, le digital, bien qu'il y a pas de débat si on ouvre la discussion sur la pertinence, il y a encore, on va dire, une maîtrise qui est pas distribuée dans l'entreprise. C'est-à-dire Ouais, que c'est ouais. essentiellement mes équipes à moi, qui ont la compétence et la Ça reste, réflexion. ça reste une boîte noire pour les autres. On ne sait pas trop ce Et qui, oui, qui se passe là-dedans. Ouais. donc de ce point de vue-là, il y a plus un push, on va dire, de notre côté, qui avons la compétence, la connaissance et les idées, qu'un pull du reste de l'organisation. Ok. Maintenant, quand on approche avec les bonnes idées, de digital, elles sont pas rejetées comme elles pouvaient l'être il y a un peu de temps. Mais, on va dire que l'attraction est pas la même. Néanmoins, moi je l'ai dit un petit peu en introduction en présentant, le rôle qui était le mien et puis notre équipe, nous on vient d'un historique, aussi loin que j'ai pu connaître, hein, ces 10 dernières années, où, le digital et la communication marketing classique, j'englobe les salons, mais également tout ce qui est, on va dire, studio, contenu, avec les créas, les agences de prod, les vidéos et cetera. J'englobe aussi les relations presse. C'était 2 mondes Ouais. séparés, pas pour la simple et bonne raison qu'on a historiquement un service marketing, communication dans l'entreprise et le digital, je l'ai dit en préambule, Est arrivé c'est plus né un peu tard. plus Ouais. tard. Ouais. Et on a vraiment à ce moment-là, souhaité, accélérer sur cette dimension. Donc on l'a, presque incubé, cette équipe marketing digital. On en a fait un petit hub, à part, donc c'était pas rattaché à l'équipe com, c'était un service indépendant Ouais, c'est le cas de beaucoup qui, de. C'est cette approche que prennent beaucoup de boîtes, hein, sur cette partie-là. On commence souvent avec un petit pool de gens qui s'occupent du digital et puis après on voit qu'à un moment donné, il faut faire un peu plus de choses en transverse, quoi, probablement. je pense que ça va avec les générations se renouvelant. On voit Ouais. maintenant que les étudiants en école de communication tradi, ils ressortent avec un bagage de digital, au moins aussi fort, sinon plus que les matières classiques d'événementiel et cetera. Donc ça a vocation à évoluer et à être beaucoup plus intégré naturellement. Moi, j'ai quand même connu ce côté où, voilà, les compétences n'étaient pas les mêmes et le besoin d'apprentissage du digital et d'expérimentation pour aller plus vite, comprendre, regarder ce qui fitait avec nos clients, nos modèles d'acquisition et cetera. Voilà, ça nécessitait un budget séparé
qui soit pas en compétition avec les salons en fait, hein, qui soit pas, Ouais, un arbitrage pour les raisons que j'ai évoquées avant, rapport aux attentes de l'organisation et cetera. Nous, on avait besoin d'un petit terrain de jeu sacralisé, je dirais, de compétences, différentes et puis de temps de cerveau. C'est-à-dire, voilà, l'événementiel par exemple pour citer, cela, c'est ça, ça, chronophage aussi. ça bouffe les ressources de l'équipe. Ouais. Ça, t'as pas le temps de Voilà. faire autre chose quand tu fais ça. Mm. Et nous, on avait besoin à ce moment-là, quand on se lançait, de bouffer de la formation, d'aller dans des conférences, de networker, de rencontrer d'autres entreprises qui avaient quelques années d'avance sur nous sur ces sujets et ça demande du temps de cerveau pour prendre de la hauteur, réfléchir et expérimenter et réitérer rapidement. Donc le service séparé se justifiait, comme ça à ce moment-là. Puis ça a vécu quelques années puisque c'est seulement plus récemment avec ma prise de poste, que là, on a décidé que c'était le moment de regrouper tout ça et donc mon Ok, service aujourd'hui s'appelle marketing, digital marketing and communications. ok. Et, Voilà. et je veux bien que tu me parles un peu de comment, bon, ça s'est fait progressivement, j'imagine, jusqu'à cette décision de l'officialiser, mais comment vous avez géré ça? Parce que c'est des cultures, entre guillemets, un peu différentes, s'occuper de salons, surtout quand on l'a fait depuis quelques années, et s'occuper de canaux digitaux. Comment tu fais pour que la mayonnaise prenne dans ton équipe, justement, et pour qu'il n'y ait pas aussi de débat sur j'ai peur comment on enlève mes salons, ou j'ai peur. Tu vois, il y a parfois ça aussi dans les équipes, quoi. Comment vous y êtes pris, justement, pour que toute l'équipe adhère à ce projet d'avoir une seule, de former une seule équipe, quoi, quelque part. Comment la greffe a marché? Ouais, c'était un vrai enjeu, parce que dans mon équipe évidemment, bah, j'avais des profils vraiment, marketing comme tradi, Mm. des et puis des pure players digitaux aussi, et dans tout ça, bah, évidemment, quand on va dire à un pure player digital que, bah, il va aussi, falloir organiser quelques salons, l'année prochaine et puis faire quelques lancements presse, voilà. Et puis à l'inverse, va falloir apprendre à manier, les logiciels d'email marketing et puis on va rentrer dans un CMS pour publier des pages sur un site web et puis, va falloir s'intéresser un petit peu au SEO, bah, ça peut faire flipper aussi. Ouais. Et puis si on Donc peut, comment on peut en plus un peu mieux traquer les résultats, et quand on n'a pas aussi dans la com classique, on le fait un peu moins, c'est plus difficile en tout oui. cas. Et là, avec le digital, on rentre aussi dans Non, des très, très questions de tracking aussi, qui peuvent faire peur parfois à des gens qui n'ont pas eu cette culture, en tout cas qui n'ont pas été habitués à ça. Ouais. Très juste, très, très juste. Alors effectivement, la culture brand, du marketing, Mm. communication tradi, effectivement, n'a pas tellement cet ADN de métriques et de mesures. En plus, en tout cas chez nous, depuis maintenant un petit moment, on est bien équipés pour traquer même les résultats des salons. Ouais. Mais, étonnamment, cette compétence de mesure du résultat, elle était plutôt reliée, aux gens du marketing digital qu'aux gens de la com, Ouais. tradi qui organisaient le salon. Pourquoi? Ouais. Parce qu'en fait, la mesure, elle se fait dans le CRM et que c'était des outils maîtrisés plutôt par Plutôt cette par autre l'équipe équipe. digitale. Ouais. Ok. Donc ça montre aussi la Mais là, on complémentarité. Mm. bah, oui et puis on touche le point névralgique pour répondre à ta question de comment la mayonnaise a prise. Parce que ça, Ouais. c'est un exemple typique de ce qu'on a souhaité en fait, révolutionner un petit peu dans notre, organisation. Chez nous, Ok. c'était ce silotage des compétences avec des experts en salon, des experts en contenu, des experts en digital, des experts en outils, heu, faisait qu'en réalité, on avait une perte, on va dire, ou une dilution Ouais. de, je vais utiliser un anglicisme, de l'accountability, le sens de la Ouais. responsabilité, Ouais. Elle se dit, d'être comptable. ouais, ouais, je comprends bien ce terme-là. Et du coup, ça se diluait dans les silos, Et oui, et dans les différentes missions des uns et des autres, quoi. Ouais. en fait, pour schématiser, la réflexion qui a été la nôtre, c'est, OK, on a un produit à lancer, ce produit, on va le lancer, bah, OK, il va y avoir un lancement presse, il va y avoir un salon sur lequel on va le lancer en grande pompe, on va Mm. peut-être en faire un webinar et puis, à la fin, on va mesurer, tout ça par des métriques qui vont se passer dans le CRM Donc et en fait, des tu as la campagnes un peu personne unifiées, quoi, à un moment donné. ouais, bah, c'est ça et en fait, tu as la personne de la presse qui s'intéresse que de savoir si son communiqué a bien été repris. Tu as la personne du salon, bah, qui veut savoir si, en gros, nos équipes sur le salon Mm. sont contentes du service rendu, de l'organisation, mais vont pas regarder les métriques parce que ça, c'est dans le Mm. CRM, ça va être regardé Ouais, plutôt c'est par, par quelqu'un les gens du d'autre, quoi. digital. Ouais.
et en fait, voilà, il y a cette dilution du sens d'être comptable, du Très résultat de juste. ses actions et je pense qu'il y a une petite perte de sens. En tout cas, il y a matière à avoir plus de sens dans ce qu'on fait quand on est responsable de l'ensemble du succès commercial, hein, in fine. Ouais, On vend de la ouais. soupe à la fin de nos actions. Donc voilà, réunifier tout ça, ça a permis aussi de sortir d'une logique de, on met en place des actions, chacune silotée et répartie par compétences métiers, par on met en place un plan, il est stratégique, il sert un objectif. J'ai parlé d'un lancement de produit, ça Mmh. peut être autre chose. Et on choisit les actions autour de ça et du message. Et finalement, un plan com, c'est pas une succession de salons, Ouais, c'est plus transverse que ça et on en revient au message, à ce qu'on veut dire et à l'objectif qu'on souhaite servir. Et OK. en faisant piloter toute cette réflexion par une seule et même personne pour, un périmètre business donné, alors, on recrée du lien, on recrée, de la stratégisation là-dedans, Mmh. et moins que de l'exécution. Et bien sûr, ça nécessite d'aller transversaliser les compétences. Bah, ça, c'est tout mon défi de partage, et de formation et de cross-fertilisation, si on peut dire, entre les différents profils que j'ai dans l'équipe. Enfin, super intéressant, parce qu'on pourrait en parler des heures, je pense, de ce sujet, de ce débat. Un autre sujet quand même que j'aurais voulu aborder, donc il y a cette évolution de ton équipe, il y a ce besoin d'avoir cette transversalité, d'unifier tout le monde autour d'un même objectif. Je pense que c'est la bonne manière de faire en 2025. En tout cas, il faut arriver à ça. Il y a aussi beaucoup de changements en termes de contexte dans le marketing. Tu parlais tout à l'heure d'inbound marketing, de marketing de contenu. J'imagine que les stratégies, surtout d'un point de vue digital, que vous avez menées, on vient de dire que les salons, c'est toujours important. Ils ont évolué, mais ils restent quand même très présents. Mais sur le digital, ça a évolué aussi beaucoup. Et des tactiques qu'on menait en 2017, 2018, 2019, aujourd'hui produisent moins de résultats. On sait par exemple que le trafic des sites Internet a tendance à baisser fortement. Ça, c'est des choses que tout le monde constate. Les efforts de création de contenu payent moins, on a moins de visites, on a un peu moins de conversions. En tout cas, c'est plus compliqué aujourd'hui d'avoir du résultat avec des stratégies de contenu, des stratégies inbound. Comment tu as appréhendé ça aujourd'hui? C'est quoi un petit peu les sujets qui vous empêchent de dormir au sein de l'équipe marketing de Delkem, et sur quel sujet tu travailles justement pour être sûr de garder cet impact du digital notamment et des actions digitales sur le business? Ça, c'est un assez vaste sujet, alors je vais te prendre à contre-pied peut-être un peu, Ouais, ouais, je t'en prie. et essayer de jouer la carte de l'optimisme, là derrière. Je suis d'accord avec tout ce que tu énonces, hein, et puis c'est des faits. Le trafic des sites internet a tendance à décroître au profit, des recherches sur les LLM, les ChatGPT et compagnie. L'inbound, on voit qu'il y a beaucoup moins de gens qui remplissent un formulaire pour accéder à un livre blanc à 15 pages. Heu, voilà, il y a beaucoup de choses qui évoluent dans ce sens-là et on en fait le constat. Heu, En même temps, dire qu'on arrive à moins de succès avec ça, ça nécessite de définir, c'est quoi un succès? En ce qui nous concerne, on a eu notre petite période où effectivement on a eu nos dérives dans le Ouais. micro-tracking, où en fait on s'intéressait à chaque taux de conversion, à Ouais. chaque, zone de mesure possible et inimaginable et en fait, Et t'en on s'est oublies un peu l'essentiel. Ouais, t'en oublies l'essentiel à on la oublie fin. Ouais. l'essentiel, on s'est un petit peu épuisé là-dedans et puis en fait, rapidement on a la chance aussi d'être une entreprise qui a une portée internationale, qui est assez en amont dans une chaîne de valeur qui sert beaucoup de marchés différents. On fait des silicones en matières premières, ça va de partout ou presque. Ouais, c'est sûr. Mm. Donc on a un pool, une audience potentielle qui est large et du coup très rapidement dans cette approche un peu volumique, nous on a eu des gros chiffres à montrer. Alors on a gonflé les égos, on a négocié des budgets parce qu'on avait, tant de trafic, tant de Mm. leads, tant et cetera et cetera et puis à la fin, à un moment donné, on nous a demandé: «OK, c'est super, ça fait quelques années qu'on parle de tout ça, et on en parle jusqu'aux leads et puis so what en termes de business?» Et puis on a commencé à du coup être challengés et à aller regarder un petit peu, OK, le pipe d'opportunités commerciales, les opportunités gagnées, le chiffre d'affaires réel et en fait, progressivement on a bifurqué plutôt sur ces indicateurs-là Ouais, et en qui sont fait, beaucoup plus. Qui sont les ouais, indicateurs du DAF et de ceux bah oui, qui vont décider du mais budget mais ou pas, quoi. qui Ouais.
mais qui nous repositionne Ouais. droit dans nos bottes sur notre rôle dans l'entreprise. Notre rôle, c'est pas de faire du trafic web, et notre rôle, c'est pas de faire des taux de conversion de landing page à plus de 10. Notre rôle, c'est de Amen. J'ai envie de dire contribuer, amen à ce que amen à ce que tu viens de dire. et oui, notre Ouais. rôle, c'est de contribuer de manière vertueuse, à la croissance, à la profitabilité, de notre entreprise, et donc à la fin, reconnecter, plus fortement avec la dimension sales, Mmh. et comment on peut nous les aider. Heu et en fait, on a aussi un peu travaillé, à l'interne sur remettre les lettres de noblesse à, ce qui était une fonction support dans une Ouais. entreprise, hein. C'est comme ça que nous on se définit chez Elkem. Support, c'est pas sale, c'est pas seconde ligne, c'est pas dégradant, c'est Supporter notre les ventes, juste en fait, c'est place. comme ça que vous avez tu as repositionné aussi l'équipe, quoi. Exactement, et supporter les ventes, bah, ouais, effectivement, comme je le disais, c'est pas des pourcentages de plus sur des taux de conversion intermédiaires, c'est, in fine, est-ce qu'on a ramené, les bons contacts qui ont généré les bonnes discussions, qui nous ouvrent les portes de bonnes opportunités qui, on l'espère, feront de bonnes ventes. Et avec ça, c'est pas grave d'avoir moins, si c'est Ouais, pour avoir mieux. on est d'accord, on est d'accord. Donc on peut suivre les bons indicateurs. Comment ça se passe avec l'équipe commerciale, justement? Euh, c'est souvent un sujet, on dit souvent que les commerciaux ne sont pas alignés, le marketing, etc. Là, dans ce que tu décris, comment se passe la collaboration? Qu'est-ce qui fait que ça marche bien, notamment chez Elkem? Ou alors, que ça marche bien, non Je mais suis sur optimiste, je suis comme toi. oui, oui, tu as raison. Non mais sur ce point névralgique, qui nous connecte, qui est, le l'apport, notre contribution sur le pipe, de leads, qui est l'amont de leur pipe à eux d'opportunités commerciales. Voilà, le travail qu'on essaye de mener, c'est un travail collaboratif, avec eux, qui soit inclusif. C'est-à-dire qu'on les mette autour de la table pour, comprendre en fait, comment on peut mieux les servir, quelles sont leurs définitions, leurs critères, d'un bon prospect, dans quelle mesure cela, nous, on peut le traduire avec nos systèmes et la manière dont on capture, les Les différents points de données informations, d'un ouais. prospect. Comment on peut le traduire, comment on peut filtrer, comment on peut arriver à être, en meilleure adéquation. Alors justement là-dessus, bon, il y a quelques années, on était obligé d'interviewer les sales. C'était un vrai sujet d'arriver à les attraper entre deux salons pour qu'ils nous fassent un feedback, pour qu'on sache ce qui s'est passé, aller fouiller dans le CRM un peu à la mano pour voir un petit peu les discussions ou les sujets de discussion. Aujourd'hui, on a l'IA quand même. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si tu l'utilises de cette façon. Nous, chez NIL, on utilise beaucoup l'IA pour analyser les discussions qu'on a dans le CRM et en sortir des pain points de nos prospects et du coup aussi calibrer les messages par rapport à ça. Est-ce que chez Elkem, vous avez un peu aussi pris ce virage ou est-ce que vous êtes en train de le prendre? Comment vous intégrez la dimension IA qui est devenue un peu incontournable aujourd'hui dans le travail des équipes? Comment tu intègres ça avec ton équipe dans la façon dont vous menez votre marketing aujourd'hui? Oui, alors, on est en train de prendre ce virage. Enfin, il a sérieusement démarré, hein, mais bon, loin de moi l'idée de parler de maturité. Je pense que personne ne peut en Je pense parler que encore, personne n'est mature là-dessus. On peut tous se mettre à l'aise à là-dessus. à ce stade. La petite complexité qu'on peut avoir chez nous, c'est de retour à ce que j'ai pu dire précédemment, l'extrême diversité de marchés et d'applications, que l'on va servir, et presque, j'ai envie de dire, l'individualisation, hein, des Ouais. messages et de la relation. Et finalement, la difficulté peut-être à bénéficier de tels systèmes pour, aller rationaliser ou trouver des grandes vérités générales. Mm. Néanmoins, c'est bon, l'IA, on s'en sert à plusieurs titres aujourd'hui. Je dirais, bon, déjà, c'est un assistant du quotidien dans Ouais, dans dans les dans tâches. les outils de bureautique classiques, Ouais. que ce soit, l'optimisation d'un PowerPoint, l'analyse d'un Excel, l'aide à la rédaction. L'aide à la rédaction, c'est très puissant en Mm. communication, hein, parce que, nous, dans une boîte industrielle, il y a des puits de savoir, presque à tous les bureaux. Le problème, Comment c'est de sortir ce qu'il tu y a dans la tête et de vulgarises, coucher ouais. sur papier. C'est exactement ça, ouais. Et là, on a un outil formidable.
Et bien sûr, et puis bon, nous, on est une entreprise, internationale, donc l'enjeu de la localisation des traductions, il y a pas plus longtemps qu'il y a 10 jours, j'ai diffusé un communiqué de presse, en langue arabe, au Moyen-Orient. Bah, voilà, déjà, ça m'a pas coûté un sou de traducteur et puis Ouais, surtout, je l'ai tu fait passes tout pas. seul en 2 minutes. Ouais. Il y a plein de gains il y a Et du plein de coup, gains, tu as progressé à en arabe 360. ou pas encore? Un petit peu, un petit Un peu. petit peu. Mais OK. et puis derrière, il y a la partie vraiment, ce qui fait l'avantage concurrentiel d'une entreprise, c'est pas tant les technologies, Mmh. je dirais, c'est même à peine les people, hein, parce que dans l'industrie, il y a du débauchage, il y a les gens peuvent passer de l'un à l'autre, mais ce qui va vraiment rester ancré dans une entreprise et sur laquelle l'entreprise va pouvoir capitaliser dans le temps, c'est la donnée. C'est la Et donnée, c'est la effectivement, connaissance, ouais. Mmh. en avoir de la quantité, dans le CRM. Peut-être que pendant tout un temps, on avait du mal à faire bouger les adoptions de CRM auprès des profils sales pour ces raisons-là. C'était que c'était perçu comme une vraie demande de la direction de rentrer de la donnée Ouais, du et finalement flicage, pourquoi ouais. faire? Mmh. Et finalement pourquoi faire? Flicage ou même Ouais. rien, ou même finalement est-ce que c'est pas Reporting juste de la une posture? direction, ouais, c'est ça. Aujourd'hui avec l'IA, on est en train de démontrer, que la quantité de données sur lequel, il y a un push de l'entreprise pour en rentrer plus, en rentrer mieux, la structurer davantage, et ben, on est en train d'en tirer parti parce qu'on peut faire tourner des modèles, d'IA sur ces systèmes et en tirer des analyses concurrentielles, des analyses de marché et cetera, sur des segments d'entreprise, sur des comptes clients. Mmh. Je pense qu'aujourd'hui, si on devait changer, je sais pas, pour un départ à la retraite, par exemple, sur un périmètre commercial donné, on recrute, quelqu'un de nouveau, heu, l'onboarding serait d'une rapidité éclair par la capacité d'une IA à venir, synthétiser, l'état de l'art de la relation client sur cette base de clients-là, sur ce marché-là, les produits précédemment achetés, les problèmes rencontrés. Enfin, plutôt que de lire, des centaines et des années Ouais. de rapports de visite passés, quelle puissance de frappe l'IA nous donne. Ouais, là, je suis entièrement d'accord avec toi. Je crois que c'est un des plus puissants leviers qu'on voit aujourd'hui, la capitalisation sur la connaissance, la capacité à traiter de la donnée qui n'est pas forcément bien structurée aussi. Et ça, c'est super intéressant, surtout quand tu débarques dans une boîte et que tu as besoin d'avoir toutes ces infos servies sur un plateau. Quentin, on arrive à la fin de l'épisode, mais tu as quelque chose à ajouter? Non, je pensais au fait qu'on a également testé pendant quelques années, sur ces sujets d'IA, et de leads, Ouais. du on va dire, du marketing automation, mais plus, parce que là, on avait vraiment un agent conversationnel qui, par ping-pong d'email, faisait une Hmm. préqualification de nos prospects rentrants. Donc, ouais, la Ça a bien partie, marché, ça? Tu en gardes une conclusion positive d'avoir ce genre d'agent? alors oui, j'ai quand même une expérience positive de ça. J'ai quand même une expérience ça nécessitait, un espèce de contrôle humain. Bah, le système, hein, de manière très, très synthétisée, Hmm. c'était, les prospects, non chauds, qui nous avaient pas contactés avec une demande, mais qui téléchargeaient de la doc sur notre site internet. On les contactait par email, Ouais, comme du marketing automation classique, et d'accord. là où la différence, se faisait, c'était que lorsque l'email envoyé recevait réponse, Ouais, c'était un peu plus chaud. alors le robot, lui, était en mesure d'interpréter la réponse, donc il y avait de l'interprétation de Ok, texte et de la prise de décision sur, oui, celui-là, je l'envoie à un sales parce qu'il me répond avec une ok. intention commerciale claire, Et ça, ou c'est une alors, tâche non, typiquement celui voilà. qu'on faisait avant la main ou qu'on faisait avec un Et scoring, ouais, mais un scoring qui était parfois pas forcément adapté ou personnalisé, quoi. ouais, pour moi, le scoring, comportemental, sur, je vais définir ce qu'est un lead show sur la base d'un nombre de pages ou d'un nombre d'emails Ouais, ouverts ou de liens ouais, cliqués et cetera, ça c'est obsolète. ouais, je suis d'accord avec toi Honnêtement, là-dessus. c'est obsolète. Ouais. En tout cas chez nous, ça nécessite beaucoup plus de dialogue, de conversation pour faire émerger, de la réponse sous forme, non structurée, hein, effectivement, un texte, un cahier des charges, une intention, une compréhension du besoin. C'est sur ça qu'on peut baser notre, décision de qualifier ou pas qualifier. Et alors effectivement, soit ça, on le fait à la main, soit, les LLM et les technologies dérivées nous permettent, par l'analyse de texte et d'intention, d'aller comprendre, si là, on est sur quelque chose de commercialement intéressant ou pas. Mm.
Ça, c'est un cas d'usage très intéressant. La technologie que nous, on utilisait, c'est un outil qui a fermé ses portes, donc on l'utilise plus pour ces raisons-là, mais j'ai eu une très bonne expérience de ce système-là. Ok. Et c'est le genre d'expérimentation que vous menez encore actuellement, vous continuez à le faire avec peut-être d'autres outils. C'est des choses sur lesquelles vous travaillez maintenant dans on va dire, dans l'arsenal des outils marketing ou des technologies marketing. Oui, potentiellement, on est en tout cas à l'affût de ces technologies. On est maintenant, je dirais, dans une dynamique où on a eu notre phase de diversification de notre stack marketing avec beaucoup de petits outils, À tester, innovants, ouais, ouais, expérimentaux, pluggés les uns les autres. Et puis là, on est plus en train d'essayer de s'intégrer dans les feuilles de route d'outils majeurs, ouais, centraux, tels que ceux de notre CRM. ouais. Chez nous, on travaille avec Salesforce et donc on regarde un peu, on est à l'affût de ce qu'eux vont proposer de manière intégrée et native, plutôt que d'être à la quête de De plugger un petits puzzle outils, de de tester des différentes. trucs. Ouais, je Voilà. comprends. Je pense que c'est lié à une taille d'entreprise et à un certain état d'esprit de DSI aussi qui va avec et puis, et de rationalisation budgétaire Ouais, également. je pense qu'il y a un peu de tout ça, clairement. Quentin, merci beaucoup pour ta présence. On pourrait discuter comme ça des heures. Enfin, en tout cas, ton expérience, elle transparaît. J'aurais plein d'autres questions à te poser. Il faudra peut-être qu'on refasse un autre, un autre épisode sur ces sujets-là. Avec plaisir. En conclusion, est-ce que tu as un petit message à faire passer peut-être à on va dire à tes confrères, ceux qui sont eux-mêmes dans des situations comme la tienne, de direction marketing et communication dans des boîtes indus qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Je peux témoigner de mon expérience récente que la fusion des équipes, marketing digital et communication n'est pas une mauvaise chose. Bien au contraire, il faut le faire au bon moment de sa courbe de maturité, et avec le bon setup organisationnel derrière pour que ça prenne et que ça délivre toute la valeur que ça puisse. Et puis bon, à part ça, effectivement, moi je suis aussi très ouvert au réseautage, au partage d'expériences, avec mes pairs. Donc je profite de la plateforme que tu me donnes pour, Eh ben, me faire connaître et on va mettre ton profil LinkedIn dans les impeccable. commentaires et la description. Comme ça, les gens qui veulent te contacter pourront te contacter, échanger. Et puis, si, chers amis, vous cherchez à en savoir plus sur le marketing dans l'industrie, sur les ventes dans l'industrie, vous pouvez aussi écouter les anciens épisodes et les futurs épisodes du podcast Industrial Growth. Je vous dis à tous à bientôt et encore merci beaucoup Quentin pour la qualité, la valeur de ce que tu nous as partagé aujourd'hui. À très vite chers amis.